Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Le mystère de l'infini. Aujourd'hui, le supramental. L'être humain a des ressources extraordinaires. Il peut puiser en lui des ressources qui permettent de répondre à des questions, à des problématiques de sa vie. Et je vais demander à M. Pinard cette semaine de nous expliquer en quoi le supramental peut être une ressource. Bonsoir, M. Pinard. Ça va bien? Bonsoir, M. Saunier. Ça va très bien. Le supramental, le subconscient, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence? L'être humain est infini. Alors, quand on parle de supramental chez l'être humain, imaginez que votre vie est une toile blanche. Un peintre, avant la toile blanche, ne sait pas qu'est-ce qu'il va peindre nécessairement. Alors, il va dans un champ, il va se donner des outils, il va aller dans un endroit pour peindre. Peut-être, il y en a qui vont avoir comme support un objet. D'autres vont aller dans la nature. D'autres vont utiliser un modèle. Mais que ce soit un modèle, un paysage, on ne sait pas vraiment encore, pour un peintre, qu'est-ce qu'il va peindre. Que va-t-il advenir de la toile blanche? Alors, au fur et à mesure, les objets prennent forme sur la toile. Et c'est ce qui différencie une toile blanche d'une œuvre d'art. Alors, on pourrait dire qu'être en contact avec soi, c'est faire apparaître une dimension invisible à soi et de lui donner forme dans un monde matériel où il dispose d'un matériau avec des gens qu'il rencontre, avec qui est sa vie, en fait, la vie tout entière. Alors que ce soit le subconscient, que ce soit l'inconscient, le supramental, c'est une manière d'aller puiser dans l'infini de soi, une ressource infinie. D'autres diront que c'est quelque chose qui est relié à l'inconscient. Moi, je tiens supramental, qui est un mot d'Aurobindo, comme étant simplement une manière de dire les choses. Par exemple, lorsque je fais de la voyance, je ne vais pas utiliser la logique de Normand Pinard. Je ne vais pas utiliser nécessairement, si on ne me le demande pas, la psychologie. Donc, une étude. Donc, c'est quelque chose qui va passer directement. Et j'ai remarqué que dans toutes mes conférences depuis 36 ans, et les gens qui viennent me voir, c'est toujours le supramental qui a le dernier mot. C'est toujours l'invisibilité qui apparaît à la visibilité du monde qui a le dernier mot. C'est-à-dire le bon mot, le dernier mot. C'est-à-dire l'invention. Oui. C'est-à-dire faire surgir de ce qui est invisible, l'inspiration de l'amener dans la visibilité et aussi d'obtenir des informations. On sait que les gens, par exemple, qui font de l'écriture automatique, vont dans une espèce d'état second. Je pense à Alexis Didier. Donc, on le met en état d'hypnose. Là, on est dans les années, je pense que c'est le début 18e. Il faut peut-être aller voir sur Internet pour Alexis Didier. Mais on le met en état d'hypnose et c'est un voyant qui peut voir des choses absolument étonnantes. Donc, c'est un voyant qui peut voir l'adresse d'une personne où elle habite, ce qu'elle a dans ses poches, le nom de ses amis, le nom de son chien, les choses qui vont lui arriver dans le futur et les choses qui appartiennent totalement au passé de l'individu. Alors, supramental, puisque c'est un mot qui nous accommode aujourd'hui, c'est une zone où tout est possible et où on peut avoisiner
notre propre divinité. C'est-à-dire, c'est l'endroit de toutes les possibilités de l'individu où on va chercher une sorte d'inspiration. La même chose pour un écrivain. La page est toujours blanche. Mais on peut aussi avoir le syndrome de la page blanche. Et finalement, au fur et à mesure où l'individu s'inspire, il va chercher de nouvelles idées, il va écrire un roman, et finalement, ce qui était au début seulement des pages blanches, ça finit par être un livre extraordinaire. Évidemment, ce n'est peut-être pas une méthodologie qui est scientifique, mais il ne s'agit pas de livre de science. C'est peut-être la raison pour laquelle j'aime beaucoup les arts aussi, parce qu'elle englobe une intuition qui n'appartient pas au monde de l'étude sérieuse d'un objet, de la matière, des mathématiques. Malgré que nous avons effectué de très grandes découvertes par intuition. Donc, on n'échappe jamais à l'intuition, pas plus que Albert Einstein a échappé à des rêves qui lui ont permis de trouver certaines équations. Donc, l'inconscient, le subconscient, en fait, toutes ces zones invisibles qui nous animent, contiennent énormément d'informations. Comment on fait pour un individu commun, normal, pour se connecter à notre supramental, pour avoir des réponses à nos questionnements? Il faudrait d'abord, pour commencer, qu'ils deviennent normaux. Parce que la majorité des gens ne sont pas eux-mêmes. Trop de gens sont ce que la société leur dicte. Ils ne se sont pas encore véritablement rencontrés. Et c'est un obstacle au contact au supramental? C'est un obstacle au contact avec soi-même, tout court. Donc, supramental et à tous les niveaux. C'est un obstacle à tout. Et c'est ce qui fait la différence entre l'individu qui est éveillé à sa conscience et un individu qui ne l'est pas. Donc, quand je parle d'individu éveillé, je parle d'un individu qui a eu l'occasion peut-être de briser la mécanicité dans son mental. Et briser la mécanicité dans son mental, bien, souvent, ça arrive à la suite d'un divorce. Ça allait bien, le chien allait bien, tout allait bien, puis subitement, ça ne va plus. C'est des gens qui sont obligés, par la force des choses, de se remettre en question. Il peut y avoir deux mouvements à ce moment-là. Soit que la personne se rapproche d'elle-même, ou soit qu'elle décide de s'auto-détruire. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, s'approcher de soi-même, donc ce qu'on appelle la résilience, rebondir, aller plus loin, c'est finalement une personne qui a décidé de se rencontrer. Et j'ai vu souvent en consultation privée des gens qui ont décidé de se rencontrer, d'aller plus loin. Mais souvent suite à une brisure, quelque chose qui les arrête dans le mouvement de leur vie et qui décide de les remettre en question. Mais on a beau se rencontrer, on a beau se connaître, si on n'arrive pas à créer, c'est ce que j'appelle en anglais là, d'avoir un output, aller vers le monde, donc créer quelque chose qui sort de notre être. Parce qu'on ne peut pas vivre que pour soi, on vit pour le monde aussi, on vit pour s'exprimer. Mais si je m'exprime, on s'exprime pour le monde. On ne peut pas vivre que pour soi. Donc, à partir du moment où un être est animé, il est animé en fonction aussi d'apporter quelque chose au monde. Donc, que ce soit le peintre, que ce soit l'écrivain, que ce soit l'artiste, mais même le scientifique, ce sont des gens qui sont faits pour apporter. Est-ce qu'on s'exprime pour s'expandre? Toujours. S'exprimer, c'est prendre toute sa place. S'exprimer, c'est de l'expansion, oui. Il y a aussi l'effet contraire, qui est l'implosion. Ce sont des individus qui s'écrasent sur eux-mêmes, qui vont commencer à se dire « je ne suis pas chanceux dans la vie, les choses ne fonctionnent pas ». À partir de ce moment-là, il s'installe une sorte d'auto-hypnose. La personne finit par croire qu'elle ne vaut rien. Elle finit par croire cette chose-là, et en devenant hypnotique, elle finit réellement par s'écraser sur elle-même.
Alors, là, on est dans le mouvement contraire de l'expansion. C'est une sorte d'écrasement en soi, et la personne n'arrive plus à s'exprimer. Donc, c'est le contraire de l'expansion. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si on peut devenir hypnotique en implosant, on peut s'auto-hypnotiser pour exploser. Oui. Je dirais que c'est une manière de voir les choses qui est très intéressante parce qu'en fait, l'auto-hypnose, pour moi, consiste à changer la perception. Donc, si on change la perception, le regard que l'on a sur soi, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut définir autre chose concernant le supramental aussi. C'est qu'on le perçoit, le supramental, comme étant aussi être en contact avec d'autres plans. Donc, il y en a dans la théosophie qui ont utilisé le supramental ou le mot supramental, parce que c'est un mot qui est très vaste, pour communier ou communiquer avec d'autres plans. Il y a des gens, par exemple, qui communiquaient avec des morts, communiquaient avec l'au-delà, communiquer avec le double, communiquer. Mais pour moi, tout ça, ce sont des expressions pour dire communiquer profondément avec soi-même. Pourquoi être double? On y arrive parfaitement bien quand on est névrosé. Et pour moi, la conscience consiste à arrêter d'être divisé. Donc, pour moi, dans la conscience, il n'y a pas de double, il n'y a pas de plan dans la conscience. Dans la conscience, on est une seule et unique personne totalement cohérente avec soi-même. Donc, supramental, le venu d'ailleurs, le au-delà, le très lointain, l'extraterrestre de l'autre côté, avec lequel les gens sont en communication, j'ai une chose à leur dire, commencez par vous-même, ça va être une bonne chose. Allez vous calmer chez McDo, puis ça va être très intéressant, parce qu'ensuite, on peut communiquer avec le monde. Il y a des gens, moi, vous savez, il y a des gens qui sont venus me voir, ils me disent, j'aimerais beaucoup communiquer avec mon mari qui est mort. Et la première question que je suis toujours tenté à poser, j'ai dit, quel était le genre de communication que vous aviez avant? Je ne communiquais pas du tout avec mon mari. J'ai dit, maintenant qu'il est mort, vous voulez communiquer avec? J'ai dit, c'est très étrange. Est-ce que ça se peut que les plans que les gens, qu'on entend plusieurs théoriciens qui nous parlent des plans, des différents plans, est-ce que ça se peut que ça fasse partie de la créativité de l'homme, d'en avoir aussi inventé quelques plans qui sont peut-être de l'ordre du fantasme? Et donc... Bien, j'ai été élevé, moi, dans l'éducation religieuse chrétienne, où il y a le plan de Dieu, le plan des morts, le purgatoire. Je suis fatigué de tout ça, tous ces plans-là. Premièrement, il n'y a pas de plan parce qu'on peut avoisiner tous ces plans-là juste en se concentrant. Quand je fais des sorties hors corps, que je m'en vais dans un état second, ces plans-là sont à la portée du monde. Ce pas des plans, ce sont des choses qui sont là, qui avoisinent notre monde. Des dimensions, on pourrait appeler ça des dimensions différentes ou des dimensions... Même encore là, des dimensions sont des plans. Oui. Être dans un état de conscience consiste à enlever les dimensions pour faire un avec toute chose. Les plans disparaissent. Les plans disparaissent. Pour fusionner avec l'être. Faire un avec Dieu, oui. C'est pas créer des plans. Mais tant et aussi longtemps que la personnalité est divisée, elle se plante. Et puis là, on a des plans. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à des plans parallèles ou d'autres plans comme étant des réalités auxquelles ils voudraient appartenir plutôt que d'appartenir à eux-mêmes. Exactement. Exactement. Il y a des gens qui s'intéressent à un au-delà parce qu'ils ne sont pas capables d'être au-delà d'eux-mêmes dans le moment présent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se combler d'une manière qui est totale, qui est parfaite, à trouver une certaine sérénité, où on s'aperçoit qu'on englobe toute chose et qu'on est... En fait, ressentir la sérénité, c'est ressentir au-delà des plans, parce qu'on vient de les abolir. On abolit, en fait, les plans. Et les gens, à ce moment-là, vont comprendre, oui, il y a des gens qui prennent beaucoup plaisir à dire, je vais lire des livres sur les morts, puis je vais être en communication avec des morts. C'est pas nécessaire d'être en communication avec des morts. Premièrement, lorsqu'on rêve, on rêve la nuit, on peut être visité par le plan de la mort. Et être conscient, pour moi, consiste
à savoir que l'on rêve la nuit à des morts et à savoir qu'ils sont morts. Parce que si vous rêvez à quelqu'un qui est mort la nuit et que vous ne savez pas qu'il est mort, il domine. Si vous dormez la nuit et que vous rêvez à un mort et que vous savez qu'il est mort, vous le dominez. À ce moment-là, on n'entre pas dans votre tête pour faire ce que l'on veut. Et ça, c'est le problème avec la race. Présentement, c'est que la race actuelle humaine est dominée par toutes sortes de forces occultes, y compris les morts, y compris encore des plans parallèles, parce que l'homme n'a pas intégré dans toute sa conscience l'immensité de l'univers dans lequel il vit. Et une des premières choses qu'on devra apprendre à un moment donné, c'est pouvoir savoir que lorsque l'on dort, que l'on doit maîtriser ses rêves. Non pas l'inconscient collectif qui nous domine, non pas l'au-delà qui nous domine, mais ramener tout ce qui est au-delà ici-bas. Mais on peut dormir sans se souvenir d'aucun rêve parce qu'on veut vraiment se reposer et donc laisser notre esprit rêver à ce que l'on doit rêver, non? Lorsque l'on dort la nuit, on ne nous laisse jamais nous reposer. On ne se repose pas vraiment? Jamais. Est-ce qu'on se reconstruit dans un sens? On se reconstruit physiquement et psychologiquement à un certain niveau, mais il y a des interférences. C'est comme si vous voulez avoir un poste de radio, vous entendez toujours des interférences. Et ces interférences-là ne devraient pas être là. Parce que ce sont des interférences qui appartiennent à un inconscient collectif sur la temporalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des interférences qui viennent de d'autres civilisations. Vous pouvez avoir des interférences qui sont là depuis l'aube de l'humanité. Et ce sont des interférences qui vont jouer le jour parce que lorsque vous vous réveillez, vous amenez les interférences dans le réel. Et si vous me demandez pourquoi la société est si mal foutue, c'est parce qu'il y a des interférences dans la réalité. Et c'est la raison que, malgré la grande technologie que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie de l'être. Nous n'avons pas de technologie de l'esprit. On a une technologie scientifique qui est bien, qui n'est pas fantastique, qui est bien. On aura une technologie scientifique quand on pourra arrêter le processus de la mort, ça va devenir intéressant. Ça va commencer à devenir intéressant. Pour l'instant, on a une bonne technologie cardiaque. J'ai beaucoup de respect pour les cardiologues. On a une bonne technologie dans certains plans de la médecine. L'électronique, des grosses compagnies comme Apple, ses produits qui ont été extraordinaires, les grosses compagnies ont une certaine technologie, mais ce n'est pas parce qu'on a une certaine technologie que l'homme est plus heureux. En fait, l'homme ressemble assez sensiblement, lorsqu'il se pose des questions, à ce qu'il était il y a 4000 ans, à cause des interférences. Il n'est pas lui-même. Il est le monde, mais il n'est pas au monde. Et pour moi, passer à la conscience, c'est être au monde, c'est s'appartenir, c'est être à soi-même. Et quand je regarde la société d'aujourd'hui, nous n'avons aucune science de l'esprit. On a la science des sports, où tout le monde a les os cassés à 40 ans. Ça, c'est extraordinaire. Ça, on l'a. Mais on n'a pas de science de l'esprit. On n'est pas orienté vers ça. Mais il n'y a personne qui va manquer une joute de hockey. Peut-être là, peut-être cet hiver, là. Mais ça prend une dimension très importante. Et ce n'est pas parce que je ne respecte pas les sports. Être en santé ou se tenir en forme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après tout, ça rentre aussi dans la conscience de l'homme. Ça rentre dans la conscience. On habite un corps. Et il faut s'associer avec ça. Sauf que mon reproche, c'est, pour moi, c'est que on vit dans une société qui est trop axée sur le physique et qui n'est pas axée sur la subtilité des mondes physiques. Je ne suis pas rendu dans les théories à cordes ici. Mais si je parle des théories à cordes de Michio Kaku, il faut comprendre que ces êtres, qui sont des physiciens,
sont des individus qui ont des visions extraordinairement vastes de la réalité. On ne peut pas être un scientifique sans avoir une vision... Pour moi, une vraie science, c'est quelque chose qui essaie d'abolir les plans pour les comprendre et ne plus vivre dans un monde aliéné, mais vivre dans un monde où l'individu intègre sa propre conscience. Le supramental peut avoir sa place dans la détermination de la façon dont on va faire la science. Le scientifique n'a pas le choix. N'a pas le choix? Non, non, parce que même lorsqu'il travaille, ce qui va lui donner l'inspiration, ce n'est pas toujours le résultat de l'expérience. C'est souvent une connexion psychique, une connexion psychique qui va lui donner son inspiration. Donc, même le scientifique n'y échappe pas. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont trouvé des solutions en rêvant la nuit. Une chance qu'il y a des bons esprits. Une chance qu'il y a des bons morts. Il n'y a pas juste du monde mauvais. Mais aussi, ils se sont connectés à leur supramental. Oui. Quand même. Oui. Ils sont connectés à leur... Parce qu'ils cherchaient des réponses. Oui. Ils ont demandé des réponses. Ils ont demandé des réponses. Ça, c'est excellent. Ils ont demandé des réponses parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment la nuit et qui se disent « Je vais essayer de trouver ma réponse en me couchant ». Alors, ils demandent à leur subconscient de leur fournir la réponse, puis dans bien des cas, ça fonctionne. Alors, la nuit n'est pas de tout repos. Puis si on n'est pas habitué à cette réponse, parce qu'on l'a pas, peut-être qu'on ne l'a pas pratiqué, ça peut être surprenant comment on a des réponses qui sont des justes réponses, des bonnes réponses. Qui sont précises, oui. Qui sont créatives, parce que le mental humain possède tellement d'interférences que lorsque la raison est endormie et qu'il y a moins d'interférences, on peut être plus facilement en contact avec soi-même. Donc, on est toujours en contact avec l'infini. J'aime le dire comme ça. Oui. On est plus en contact avec notre absolu, avec l'avenue de toutes les possibilités. En fait, on est toutes les possibilités. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on a des obstacles dans la vie, c'est parce l'obstacle, c'est l'obstacle entre nous et notre infini qu'on a mis? Oui. On peut dire que c'est un obstacle entre nous et notre infini, mais ça va nous sembler souvent venir d'une expérience extérieure, mais tous les obstacles sont quelque chose entre nous et notre infini. Oui. Et d'en prendre conscience peut nous aider à agir. Bien, c'est-à-dire que l'individu qui va en prendre conscience va changer sa perception. Lorsqu'on change notre perception, à ce moment-là, on va dans une autre direction qui est beaucoup plus proche de notre intuition, qui est beaucoup plus proche de notre créativité, qui est plus proche de notre véritable intelligence. Puis notre intelligence, ce n'est pas une intelligence qui appartient à tout le monde, c'est une intelligence qui est propre. Une intelligence qui est propre, c'est une intelligence qu'un individu est capable d'amener dans le monde quelque chose qui est tellement unique que ça n'existait pas comme forme avant dans l'humanité. Donc, quelqu'un qui est capable de canaliser une énergie pour amener quelque chose de nouveau dans sa civilisation qui n'existait pas avant dans l'humanité, ça commence à devenir une science de l'esprit. Ça commence à être intéressant pour l'homme. Ça prend juste un individu. Je prends toujours comme exemple Steve Jobs. C'était un individu qui avait cette inspiration et lorsqu'il était très jeune, il avait décidé de suivre sa voie intérieure. Et de suivre sa voie intérieure a apporté beaucoup au monde. C'est pas parce qu'on suit sa voie intérieure que l'on est seul. Quand on suit notre voie intérieure, on n'est pas seul. Quand on est stupide, on est seul. On est enfermé dans sa chambre et on n'a aucune créativité, mais quelqu'un qui a de l'intelligence sort de sa chambre. Mais pour ceux qui ont lu la biographie de Steve Jobs, même s'il a suivi sa voie intérieure, il a rencontré beaucoup d'obstacles à cette manifestation et cette expansion de lui-même. N'importe quel individu qui entre dans sa conscience va n'en rencontrer que des obstacles. J'ai rencontré des obstacles toute ma vie, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je suis. Ça ne m'a pas empêché d'être. C'est normal de rencontrer des obstacles. Mais vous avez beau rencontrer des obstacles, je tiens à vous dire ceci, quand vous faites partie d'une vie où la conscience est totale,
vous êtes aidé par d'autres forces. Vous n'êtes pas seul. On est aidé par des forces qui sont encore beaucoup plus puissantes, qui peuvent appartenir au subconscient, à l'inconscient ou à l'infini. On porte l'univers en soi. Et quand on va dans le sens de notre univers intérieur, je peux vous dire une chose, on n'est pas seul. Monsieur Pinard, on est déjà presque à la fin de notre émission. Il reste à peu près 2 minutes. Je me sentais au début de ma vie. Et nous ne faisons que commencer. Et c'est pour ça que nous allons continuer d'autres émissions. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à vous envoyer des questions. S'ils ont des questions, nous allons les regarder ensemble. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons répondre à ces questions qui, en général, peuvent être répondues dans nos émissions puisque nous sommes là pour expliquer les choses. N'est-ce pas, M. Pinard? Je fais mon possible. Donc, les gens peuvent d'ailleurs vous contacter. Oui, normandpinard.com. Qui est votre site Web. Le Web, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et, ou à mon numéro de téléphone, qui est le 514-254-5919. Ils peuvent vous envoyer facilement des courriels. Votre adresse de courriel est sur votre site, mais vous pouvez aussi nous la donner. L'adresse de courriel, c'est pinard, comme le vin, .n, @videotron.ca. Alors, donc, on ne se gêne jamais pour vous contacter, n'est-ce pas, M. Pinard? Ben là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, nous allons avoir la semaine prochaine d'autres sujets passionnants, mais notamment, nous allons discuter de l'amour. Alors, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et probablement le monde entier. C'est pourquoi ce sujet qui est infini sera discuté à l'émission Le mystère de l'infini. Je vous remercie, M. Pinard, et puis à la prochaine. Le plaisir est pour moi, M. Saunier.